Au regard du constat de dépérissement accéléré de la nation congolaise à laquelle il tient farouchement, Manjolo Pépin Guillaume, auteur de cet essai intitulé Ma Nation, se veut une vibrante plaidoirie en faveur de la liberté et de la responsabilité devant sous-tendre toute démarche intellectuelle de recherche de l'âme congolaise. Par-delà l'absurdité et l'apathie de la population et la médiocrité de sa classe dirigeante qu'il dénonce à travers une argumentation serrée extraite de la philosophie politique, de l'histoire contemporaine de son pays, du droit et des relations internationales, l'auteur en appelle au surgissement réfléchi d'une personnalité politique consciente des enjeux nationaux, dotée de la qualité indispensable de leader naturel ayant une nouvelle conception de la nation de soldats congolais. L'agir impitoyable de ce nouveau soldat balisera les fondements de la régénérescence du Congo à travers la mise en œuvre de la révolution conservatrice. Cette nouvelle perspective idéologique rompt avec l'amateurisme politique ambiant. Elle emporte un intérêt immédiat en faveur de l'autodétermination des peuples congolais, ainsi qu'elle envisage en même temps les axes de la responsabilité du nouveau soldat congolais à l'égard des générations futures. Ainsi, Manjolo Pépin Guillaume bat-il en brèche les idées reçues de la théorie idéologique séculaire et essentialiste de la hiérarchie des races que d'aucuns évoquent de manière simpliste pour justifier la déconfiture des structures organiques de la nation congolaise. Dans la même optique, son herméneutique de la réalité poétique de son pays se trouve à mille lieues et s'oppose fondamentalement à la lecture erronée de la bien-pensante europécentriste, laquelle demeure coincée entre une analyse historienne frileuse qui ne se départira que très difficilement des horreurs de l'occupation léopoldienne, de la colonisation belge en Afrique et une idéologie de la surexploitation de l'espace vital congolais par la négation de la qualité d'homme à son propriétaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Plumes Conscientes, c'est ce magazine à la fois pertinent, élitiste, créatif que vous avez désormais eu l'occasion de suivre. Mais Les Plumes Conscientes aussi, c'est ce magazine qui vise l'émergence d'une littérature congolaise engagée et constructive, postulant que le développement de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays en particulier, mais les nations en général, doit trouver ses racines dans un réceptacle d'idées, lequel serait à son tour matérialisé par le verbe et mûri par une réflexion profonde sur les divers mouvements sociaux d'hier et pourquoi pas d'aujourd'hui, mais aussi sur les enjeux politiques qui, au détriment ou à l'avantage des peuples, guident l'action et les choix de gouvernants. N'oublions pas en effet qu'un peuple fort, c'est avant tout celui qui a retrouvé ses repères, ses valeurs, sa culture, lesquels lui insufflent un dynamisme dans un monde où mondialisation rime bien souvent et malheureusement avec la domination des plus forts sur les plus faibles. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de l'attention particulière, je l'espère bien, que vous voudrez réserver à ce magazine Les Plumes Conscientes. Les Plumes Conscientes, donc, ce soir, ont pour vous un invité particulier. Il s'agit donc de Monsieur Manjolo Pépin Guillaume, à qui nous allons dire bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'en vais très rapidement vous présenter. Vous êtes avocat privatiste et spécialiste des droits humains, formé aux facultés universitaires de Saint-Louis à Bruxelles. Vous êtes actuellement doctorant en droit et vous êtes aussi à la tête d'un mouvement néoconservateur congolais qu'on appelle le Républicain, qui a pour doctrine la révolution conservatrice congolaise. Ce soir, nous vous recevons particulièrement dans le cadre de cet essai que vous avez signé, qui porte le titre de « Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance ». Alors, la première question qui me vient à l'esprit, au regard d'un titre autant évocateur, c'est de savoir finalement quel est le contenu de cet ouvrage avec ce titre « Ma nation, la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance ». Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation dans un premier temps, puisque c'est pas évident de trouver des émissions où on pourrait éventuellement parler des livres en général et des idées en particulier. Ces livres, bon, les titres est évocateur. J'ai eu l'opportunité de pouvoir m'affiler de manière tout à fait dégagée dans des mouvements politiques en RDC, mais au départ de l'Europe. Mais malheureusement, on n'a pas été confronté, comment dirais-je, à ce qu'on appelle au bouillonnement d'idéologie tel qu'on peut le voir dans la plupart des pays. Ce qui fait qu'on s'est un peu dégagé de tout ça pour tenter de réfléchir s'il fallait faire la politique et comment il fallait la faire, dans quel contexte, avec quel type d'instrument, derrière quel type d'idéologie. Finalement, il y avait une question majeure qui se posait, qui était celle de pouvoir dire
avant de démarrer quelque chose, il faut un point de départ. Et ce point de départ doit être une nation. J'entends bien en termes politiques. Jusqu'aujourd'hui, la nation congolaise n'avait pas encore été définie. On n'avait pas encore cerné ni les périmètres ni les contours pour permettre d'engager la perspective. Finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Parce que je suis engagé politiquement, j'ai des idées à pouvoir défendre, j'ai une proposition à faire sur le plan idéologique. Il est important donc de pouvoir apporter quelque chose de tout à fait nouveau et qui était une conception non seulement idéologique, mais une perspective, un projet, eu égard aussi à la période qui est particulière qui est la nôtre, depuis 90, 97 par la suite et tout ça. Bon, il fallait faire quelque chose, d'où cet essai. Alors, d'emblée, déjà, moi, je vous pose la question, quel contenu est-ce que vous donnez à ce concept de nation, et spécialement dans le contexte de la République démocratique du Congo? Oui, c'est un peu vaste, mais en même temps, il y a quelques piliers qui sont nécessaires pour pouvoir parler de la nation. La définition est tout à fait générique, elle revient un peu partout dans tout le pays du monde, il n'y a rien de spécial à ce niveau-là, mais tout simplement, il fallait réunir les éléments en question pour définir, en ce qui nous concerne, la nation congolaise. Il a fallu, en fait, pour toutes les nations, de toute façon, la définition n'est pas très complexe, elle est liée à la fois à une morale, une cosmogonie particulière, elle est liée à un état quelconque, un périmètre bien précis, elle est liée à une certaine sorte de souffrance que les peuples auraient endurée, et par la suite, un projet commun. Donc cet ensemble-là, qui, en mon sens, peut être considéré comme l'âme et l'esprit d'un peuple, c'est ce qui est considéré comme étant la nation qui précède l'État. Voilà un peu l'esprit dans lequel je me suis retrouvé pour pouvoir définir cet outil, non seulement qui permettra de pouvoir débattre enfin sur quelque chose de tout à fait concret. Voilà un peu l'esprit. Alors, par rapport à cela, autour de ce terme justement de nation, il y a beaucoup de débats qui se font autour par rapport à la compréhension qu'on a de ce concept. Est-ce que vous-même, auteur de cet essai, considérez-vous que, en tant que pays, la République démocratique du Congo est une nation, déjà? Mais au départ, on pouvait ne pas le considérer en tant que tel. Lorsqu'on parlait encore des entités éparses qui étaient les royaumes et les empires qui étaient la cuvette centrale, on ne pouvait pas parler de ça. Mais avec la coagulation autour, depuis l'histoire de l'État indépendant du Congo, 1885, lorsqu'on a établi les frontières de façon tout à fait internationale, admis de façon internationale, il a fallu maintenant pouvoir voir un peu qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Entre 1885, parce que bon, il faut dire que certaines entités ont été, comment dirais-je, écartelées entre plusieurs frontières. On a les Lunda qui se sont écartelés à la fois entre la Zambie, une partie en Angola et l'autre partie en RDC. On a normalement des tribus comme ça, des entités comme ça, entre autres les Congos qui se sont retrouvés sur plusieurs frontières. Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on puisse parler de la nation congolaise aujourd'hui? Donc je propose une redéfinition de la nation congolaise et que j'affirme une définition de la nation congolaise. Il y a un élément moral majeur qui est celui de la cosmogonie particulière qui nous appartient. Qui appartient à toutes ces entités que je viens de citer, qui actuellement se trouvent dans ces frontières-là, qui se sont trouvées dans ces frontières admises de façon internationale en 1885. Donc l'approche de la divinité de l'univers est commune. Ça c'est un premier acte. Donc la religiosité, si on peut dire, qui nous est commune. Le deuxième point, c'est les souffrances communes endurées. J'entends mon livre en expliquant que à l'arrivée de Léopold II, entre 1885 et vers 1900, il y avait une population qui tournait autour de 25 millions d'habitants à peu près, mais au bout de 20 ans, on a perdu presque la moitié. Des actes de barbarie ont été commis sur la population congolaise de l'époque. Et ces gens qui ont subi ça sont nos parents. Vous savez, si on veut. Ce qui fait que nous héritons d'une souffrance, des martyrs extraordinaires qui doivent coaguler notre esprit et faire en sorte que, bon, ayant ces souffrances communes, donc c'est une nation est coagulée autour de ça, entre autres. Donc il y a deux éléments. Dans un premier temps, j'ai parlé de la cosmogonie, j'ajoute maintenant les martyrs communs, qui sont nos ancêtres. Et pour cette terre-là, maintenant, il y a l'espace en question, concerné, qui, selon l'acception occidentale, était plutôt un marché organisé pour leurs intérêts. Mais néanmoins, qui était nos terres. Oui, effectivement. Au-delà de ça, il faut ajouter le fait que la conception juridique, les normes juridiques, telles qu'elles sont plutôt applicables à notre situation, à notre quotidien, sont quasi communes dans ces périmètres qui est la cuvette centrale de l'État indépendant du Congo, dans un premier temps, actuellement la RDC. Bon. Et finalement, les projets communs pour aller vers l'indépendance dans un premier temps et par la suite aujourd'hui, dans ce qu'on est ces mécanismes actuels de la transition vers notre monde et tout ça, font que concrètement, on a tous les piliers réunis pour parler d'une nation. Mais encore faut-il avoir
des grands visionnaires pour expliquer d'où nous venons, qui sommes-nous, vers où pour nous aller. C'est ce que je propose dans cet ouvrage. Des grands visionnaires, ceux qui manquent cruellement, je voulais dire, à la République démocratique du Congo, mais en même temps en faisant cette sorte d'historique de ce qu'ont vécu nos ancêtres à un certain moment. Vous utilisez même à un moment le terme de génocide que vous allez par ailleurs pouvoir nous expliquer à un certain moment. Mais vous faites allusion à la question de l'affirmation permanente du postulat de l'infériorité de la race noire par rapport à la race blanche. Ce concept qui a été développé notamment par Cuvier, par Gobineau et par Heinrich. Mais vous semblez ne pas épouser cette façon de voir les choses. Mais moi, je voudrais vous lire un peu ici, où vous citez un extrait de Gouli, par rapport à justement cette description de cet homme noir qui serait inférieur à la race blanche. Il dit ceci: sa mémoire se borne presque à la réminiscence. Il jouit du présent, mais il ne s'en occupe pas et il ne conçoit point l'avenir. Il ne redoute rien, pas même la mort dont il ne s'inquiète point. Et comme il vit sans désir, il meurt sans regret. Il n'a de passion que pour la danse. Il ne s'anime guère qu'au son bruyant d'un tambour ou d'une voix exprimée avec force. Il n'a point de physionomie, ses traits sans expression, ses yeux sans vacité, et sa figure présente l'image de stupidité. Il n'agit et ne réfléchit pas. Bref, il y a une sorte de description, je ne veux pas dire que j'épouse cette thèse, mais qui pousse à croire que finalement, cette assertion se vérifie à quelques endroits. C'est très paradoxal en fait, mais le fond n'est pas celui-là. C'est la forme en fait qui est présentée de façon assez malsaine. C'est vrai que l'Occident en général, l'homme blanc en particulier, a passé son temps à pouvoir démontrer qu'il était le maître de la terre. Il le démontre jusqu'aujourd'hui parce qu'on se soumet quasiment à son autorité. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les centres et la périphérie. Les centres, c'est l'Occident et la périphérie, c'est nous autres. Bon. C'est les centres qui décident, qui prennent les grandes orientations de la planète et tout ça, et nous subissons. Bien. Alors, il se pose la question, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui ferait en sorte qu'on puisse considérer qu'il y a des races qui sont inférieures par rapport aux autres, qui n'ont pas la capacité de pouvoir, comment dirais-je, se mettre en perspective, voir un peu plus loin, s'organiser, avancer. Il conclut, et là, il y a énormément d'écrits là-dessus, depuis le 17e, 18e, 19e siècle, on a écrit énormément pour parler de l'infériorité de la race noire et tout ça. Entre parenthèses, je cite Arthur de Gobineau, il y a Cuvier, il y a énormément, y compris Darwin par ailleurs, dont la plupart des gens n'ont retenu à l'école que l'histoire de la mutation, entre parenthèses et tout ça, la suivance des plus aptes et tout un tas de choses dans cet ordre-là. Mais on a oublié qu'il y a une littérature darwinienne terrible sur la race noire, qui est la race hostile à disparaître parce que tout simplement, elle ne sert pas à grand-chose sur la planète. Bon. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? On a eu des instruments internationaux qui ont été mis sur pied, entre autres l'habeas corpus, Angleterre, et puis les droits humains, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, en France. Mais donc la référence que vous faites à M. Gouli, les textes que vous venez de lire, là, la partie que ce sont les minutes du Parlement français de l'époque, lorsque revient au pouvoir Napoléon. On avait déjà aboli l'esclavage en France. Et finalement, il se passe quoi? Il se passe que la plupart des riches planteurs s'offusquent, et parmi eux, il y avait qui étaient au Parlement, ils s'offusquent de croire que l'homme noir pouvait être l'égal de l'homme blanc. Ce n'était pas acceptable. Et finalement, au Parlement français, ils acceptent effectivement que il fallait changer cette norme qui avait été modifiée après la Révolution. Il fallait la changer, parce qu'on considérait que l'homme noir ne pouvait pas être l'égal de l'homme blanc. Mais les concepts, les fonds même, les fondements de la pensée occidentale restent tels quels. Il n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alors, est-ce que ça ne se justifie pas quelquefois? Parce que finalement, la race noire semble être cette race qui n'entreprend pas des grandes réformes, des grandes révolutions, des grandes inventions. Non, malheureusement, on s'est trompé largement parce que au jour d'aujourd'hui, les grands problèmes, c'est parce qu'on n'écrit pas assez. On n'écrit pas notre histoire. Notre histoire est écrite par d'autres personnes. Finalement, ils en donnent la portée qu'ils veulent. Et ils en font produire les effets qu'ils veulent. Et par ailleurs, on a comme ça des gens qui sont embarqués tellement dans cette soumission, dans cette croyance à l'infériorité, qu'aujourd'hui ils acquiescent à tout va. Ce que j'appelle les représentants. Dans mon livre, j'explique qu'il y a deux camps. Il y a les soldats d'un côté, c'est-à-dire celui qui a la conscience. Non seulement on ne peut pas considérer qu'il est noir ou congolais à part entière, tout ça, et qui par conséquent, il doit répondre à un certain mécanisme des réflexions et de pouvoir avancer dans la vie.
Et puis il y a ceux qui croient que sincèrement c'est par les canaux, les sillons en fait tracés par les blancs, par l'homme blanc, qui peut s'en sortir. Vous verrez très bien que la plupart des gens qui accèdent au pouvoir dans la plupart des pays européens, plutôt africains, passent par les réseaux plutôt européens. Ce qui donne la portée tout à fait intéressante de l'infériorité en question. Et puis lorsqu'on vous parle de la danse et tout un tas de paramètres que vous avez cités là, en me citant bien sûr ce que j'ai décrit dans le livre, ça peut paraître comme étant une imposture parce qu'on prend tout le monde dans le même bloc et tout ça, mais en même temps, lorsqu'on arrive à Kinshasa, ça c'est un exemple précis, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Alors que le pays va très mal, très très mal. Qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Il y a, je ne sais pas, une cinquantaine de chaînes, une trentaine de chaînes, c'est trop rien, mais l'activité majeure, c'est la danse et l'amusement. Alors que les pays doivent se reconstruire, on doit travailler durement et tout ça. On donne tellement de l'importance à l'amusement et au folklore, à la place de donner l'importance au travail, à l'avancement. Oui. Mais finalement, les tenants de la conception de l'infériorité, écoutez, ils sont tout à fait heureux, vous avez regardé. Ils ont un pays immensément riche, ils n'arrivent pas à pouvoir l'organiser. Voilà. Ils sont tellement inférieurs. Pourquoi? Tout simplement parce que les réseaux sont organisés de sorte que il n'y a que les gens qui sont sous soumission de l'autorité occidentale qui ont accès à ces pouvoirs-là, qu'on peut écouter. Bon, les modestes personnes qui ont fait juste pris le temps de réfléchir pour organiser, penser, proposer, on ne peut pas les écouter. Il faut être millionnaire, il faut avoir un réseau pour pouvoir être... Alors que tous ceux qui, pour l'essentiel, ont des réseaux, reçoivent leur autorité plutôt de l'Occident, mais sont soumis à jamais. Ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Ils sont soumis à une autorité étrangère, ce que j'appelle les représentants. Ils représentent des intérêts étrangers. On a eu les règnes de monsieur du général de Gaulle, avec un certain Focard, les faiseurs des dictateurs. C'était officiel, c'était connu. En Afrique, pour faire un dictateur, chercher un président, il fallait passer par Focard. C'est lui qui décidait qui devait prendre le pouvoir ou pas. On a une exception extraordinaire qui est l'Afrique du Sud. Les gens qui ont démontré leur capacité à lutter jusqu'au bout, aujourd'hui sont admis en tant qu'êtres humains. Et vous parlez même à un moment de l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ce n'est plus un être humain normal, c'est un concept aujourd'hui. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Nelson Mandela, on a érigé une statue en Angleterre, jamais vue. Je ne crois pas qu'il y ait des hommes d'État de cette envergure. J'entends pas sur la planète, on ne parle pas seulement de l'Afrique, mais sur la planète. Et ça doit vous réconforter dans votre mais bien sûr. Donc, thèse. Je me dégage alors de l'imposture, partant du principe que les Noirs seraient inférieurs. Nelson Mandela a démontré une capacité extraordinaire. Mais tout simplement parce qu'il avait compris les mécanismes en question. Il est parti du fin fond des scories de l'histoire sud-africaine, qui d'ailleurs a démontré sa capacité énorme lorsqu'ils se sont confrontés aux Anglais pour la première fois, qu'ils les ont battus à plate couture. En termes de guerre, normal, ils étaient organisés, Mais tout simplement, ils se sont fait prendre par la Russie plus tard, comme d'usage. Voilà un peu en gros. Finalement, je me dis quoi? Donc, la conception, les concepts ou la forme de la présentation des choses, l'imposture qu'il consiste à pouvoir dire que l'homme noir sera inférieur, n'est pas acceptable. Mais encore faut-il démontrer le contraire. Effectivement. Et c'est ce que j'essaie de démontrer. Alors, cette façon de voir les choses vous emmène finalement à pouvoir revendiquer une certaine liberté, ou à demander à vos congénères, à votre nation, puisque vous l'aimez tant, de pouvoir revendiquer cette liberté. Alors, en vous lisant, justement, j'ai plutôt l'impression que vous avez une approche assez particulière de ce concept de liberté. Vous ne l'entendez pas au sens général où tout le monde l'entend, mais vous avez une... Et ici, vous le marquez par une image qui a particulièrement marqué mon attention, c'est celle du félin. Du félin que l'on dompte, mais qui à tout moment peut... Pouvez-vous nous parler de votre conception à vous de la liberté, de cette quête permanente de la liberté? Bon, je suis lié à ce qu'on appelle les droits naturels. C'est ce qui a fait que les États-Unis puissent exister aujourd'hui. Ce sont la première puissance mondiale, qui est venue par la suite des entités existant déjà sur les vieux continents. Qu'est-ce qui se dit? Il faut regarder ça de plus près. Dans un premier temps, il y a eu Hobbes qui a dégagé les principes droits de la nature et suivi par la suite par Locke. Quand vous regardez la déclaration de l'indépendance des États-Unis, il part du principe que c'est la liberté. Notre liberté, nous ne devons pas la donner à qui que ce soit, et si nous devons en céder une parcelle, c'est moyennant une contrepartie. Ça veut dire quoi? Et ça, ils ont repris mot à mot le travail qui avait été fait par John Locke.
dans le gouvernement civil 2. C'est très intéressant. L'homme n'est libre d'une liberté la plus large possible. Oui. Il n'est pas en céder une partie que parce que son instinct de conservation le pousse à pouvoir céder. Je dis voilà, si je ne cède pas cette partie de liberté pour me permettre de pouvoir être en harmonie avec l'autre, je peux disparaître. Donc je peux céder une petite partie. C'est la seule condition. C'est l'instinct de conservation. Bien. Maintenant, la liberté, est-ce que les Congolais en général ont compris ce sens de la liberté? À mon sens, je crois que non. Je crois que non. Si on a compris le sens de la liberté, et que c'est soit, c'est-à-dire, si moi j'ai compris le sens de la liberté, et qu'il me faut devoir en céder une partie, mais c'est pour mon intérêt personnel. Il faut que mon intérêt soit respecté. Il faut que j'estime qu'effectivement, je suis en sécurité, et que je n'aurai pas la mort devant ma porte, on ne viendra pas me piller, et que je peux entreprendre normalement. Mais le problème, c'est que votre concept, à vous, de la liberté, semble pouvoir autoriser certaines pratiques. Est-ce comme cela que l'on devrait imaginer ou concevoir la liberté? Aucunement. Aucunement. Il n'y a aucune pratique qui ne peut découler de la liberté que seul pouvoir dire j'essaie une partie de ma liberté moyennant une contrepartie, tout simplement. On ne peut pas comme ça m'arracher ma liberté en disant que bon, tu dois voter X personne ou Y personne parce qu'il y a telle raison. Non. Parce que bon, à un moment donné, j'ai suivi, parce que moi j'ai participé aux élections, j'ai suivi l'histoire du référendum, j'étais en province un peu partout et tout ça, c'était terrible. On disait qu'il fallait voter oui, moi j'étais contre. Bon, quand ça passe, ça passe, on n'y peut rien. C'est ça un peu la conception d'Habermas. On dit voilà, les normes qui sont établies par la majorité, enfin les plus grands nombres, enfin, on se soumet. Je me soumets, je suis un démocrate. En même temps. Oui, mais c'est quand même la population qui a dit oui. Hein. Oui, mais. On ne va pas dire. Allez poser la question à la population. Qu'elle vous réponde un peu sur juste un article. L'article 10, entre autres, ça veut dire quoi l'article 10 la Constitution? Personne ne sait ce que ça veut dire. L'article 200, je ne sais pas combien, tout ça. Mais là, c'est aussi un problème de responsabilité collective, parce que ce n'est pas que les partis ou les politiques qui avaient cette obligation de... Ceux qui amènent cet instrument-là pour pouvoir le soumettre au référendum, il leur appartient parce qu'ils ont le pouvoir entre les mains, pouvoir diffuser, faire comprendre et faire expliquer. Ça n'a pas été le cas. La seule explication que la population a eue était de pouvoir dire vous votez oui, la guerre s'arrête, vous votez non, la guerre continue. Alors donc, selon vous, la quête de la liberté peut autoriser, par exemple, la guerre. Mais totalement. Peut autoriser, par exemple, les actes les plus inouïs. Mais non, pas les actes les plus inouïs. L'instinct de conservation veut qu'on puisse se protéger contre toute attaque extérieure. Donc, on doit se prémunir contre toute attaque extérieure. Et en même temps, l'instinct de conservation veut qu'on puisse être un prédateur. L'être humain, c'est un prédateur. Si vous perdez l'instinct de prédation, vous n'êtes rien du tout, vous serez soumis à jamais. Aujourd'hui, on a démontré, lorsqu'on regarde la taille des pays qui nous entourent et leur impact sur notre vie, c'est malheureux. Il y a un autre exemple tout à fait précis, concret et juridique. L'Ouganda a été déclaré coupable des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de piège sur la RDC. Un arrêt de la Cour internationale de justice. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes en pleine négociation, puisqu'on n'a pas à contraindre le Rwanda, on n'a pas la force de contraindre le Rwanda, et l'Ouganda plutôt. Et ça pose un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'on est faible. Parce qu'on n'a pas préparé une machine pour pouvoir non seulement s'autoprotéger, mais en même temps avoir des visées plutôt de prédation. Alors que le monde entier a des visions de prédation. Qui peut aujourd'hui... Quand on attaque l'Amérique, qu'est-ce qui se passe par la suite? On sait très bien. Il est retombé. Jacques Chirac est passé au pouvoir au début de son premier mandat. Qu'est-ce qu'il a fait, au fait? Alors qu'on parlait du nucléaire, qu'il fallait arrêter tout ça, il a fait des essais pour démontrer sa capacité d'attaquer. Donc, et son essai de prédation. On les a vus intervenir en Côte d'Ivoire en grande pompe dès l'entrée en matière des rébellions diverses et tout ça. Ils sont partout. Mais pour autant, ils nous demandent à nous d'être faibles, de s'asseoir, d'attendre la paix. La paix n'existait pas. Il n'y a que la guerre qui existe. Encore faut-il se préparer pour. Parce que quand on a compris cet esprit-là, tout ça, on se prépare pour. À tout moment. Dès qu'on est préparé, il n'y aura plus de guerre. Parce que tout le monde sait que bon, on ne peut pas se rencontrer le Congo aujourd'hui. Ils sont tellement forts que non, il ne faut même pas essayer. Oui, mais là, on est dans le contexte selon lequel qui veut la paix prépare la guerre. Mais c'est sans compter que celui qui prépare la guerre ne recherche pas forcément la paix. Et donc là, finalement... C'est pas un cercle vicieux. Tout simplement, quand on regarde un peu, bon, faites un peu le bilan, une analyse tout à fait sommaire de la situation mondiale en matière de production d'armes, du commerce d'armes dans le monde. Vous verrez, c'est les premiers commerces au monde. Pourquoi? Et qui le commerce? Ce sont les pays qui sont en paix. Les États-Unis, les États européens, aujourd'hui la Chine et la Russie continuent à faire. C'est eux qui produisent des armes. Pourquoi ils les produisent alors qu'ils ne sont pas en guerre? Ils se préparent à quoi?
l'armée concentre l'essentiel des activités d'une nation. Mais pour autant, chez nous, on n'en parle même pas. C'est ça le problème. Il y a deux secteurs majeurs dans la plupart des pays occidentaux, c'est l'armée et l'éducation. Donc la sécurité. Parce que la liberté américaine passe par la sécurité. Il faut garantir la liberté de chaque individu, à chaque Américain, où qu'il soit sur la planète, où qu'il soit. Pas seulement sur le territoire américain, mais sur toute la planète. Et ça demande énormément de moyens de protection. Donc il faut préparer la guerre à tout moment. Ok. Prendre un otage en Amérique qui part, tout ça,